témoigne votre attachement à la défense des droits humains et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, nous vous prions de bien vous lever pour observer l'hymne national. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et tout est bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Ô nous, don béni, ô nous, des aïeux, ô nous, au pays, ô nous, bien-aimés, ô nous, peuplerons ton soleil, nous assurerons la grande. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la circonstance nous oblige de nous retrouver une fois de plus dans cette somptueuse salle de l'hôtel Serena de Goma. Human Rights Watch, le bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies et le groupe dit des experts des Nations Unies. En effet, ces organisations depuis plusieurs années ont fait de notre organisation leur cible privilégiée dans l'objectif de jeter l'opprobre sur son juste combat, rendre inaudible sa noble cause et discréditer son nom. Les publications de ces organisations ont participé à entêter et radicaliser le régime de Kinshasa, à doper la guerre et à fermer la voie à tout règlement pacifique de la crise. En réalité, ces organisations alimentent la guerre plutôt que la paix. En 2013, notamment, elles ont poussé pour la toute première fois de leur histoire les Nations Unies à la belligérance plutôt qu'à la neutralité. Aujourd'hui, après avoir échoué sur le front militaire, ces organisations reprennent le relais du front de la désinformation et des allégations et totalement imaginaires et mensongères à travers des rapports sans fondement, non vérifiés, tendancieux, dont le seul but est de compromettre le processus de paix de Doha en remettant en cause l'image de marque de l'AFC M23 qui travaille nuit et jour pour l'avènement d'une gouvernance en RDC qui assume ses responsabilités en prenant en charge des problèmes des sociétés. Ces organisations ont choisi de se mettre au service du régime qui a abandonné son peuple, qui distille la haine, qui divise son peuple, qui massacre ses citoyens pour leur faciès, qui arme les civils, qui recrute les enfants dans sa coalition militaire et qui intègre les génocidaires dans son armée et instaure un système de prédation à la tête du pays. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui
consacré essentiellement à la clarification de la situation sur le terrain, a pour but non seulement de répondre aux allégations sans fondement de Human Rights Watch et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, allié circonstanciel du régime irresponsable de Kinshasa, mais aussi de présenter à la face du monde le caractère irresponsable et tendancieux des 10 rapports, tout en présentant à la face de l'humanité les crimes graves commis par le régime corrompu et irresponsable de Kinshasa contre les populations civiles et contre l'environnement. Notre organisation est ouverte à une enquête internationale pour faire toute la lumière sur la situation de terrain et mettre fin à la campagne de manipulation de l'opinion mondiale que ces organisations dites de défense des droits humains mènent des années durant dans mon pays et qui leur a permis de lever des fonds à travers la planète pour leur enrichissement personnel. L'exposé d'aujourd'hui, présenté sous le thème des graves violations des droits humains par le régime de Kinshasa et contre-allégation de l'AFC, vous sera donc présenté par le secrétaire permanent de l'AFC M23, le camarade Délion Kimboulumpu, que j'invite à passer devant le micro pour faire l'économie de notre rapport. Je vous remercie. Le résultat des enquêtes menées par la commission de défense de la justice, qui s'occupe également de travaux liés au respect des droits humains en territoire libéré. Après la publication de la première édition intitulée Réaction de la SM23 face aux allégations sur les prétendues violations des droits humains dans les villes de Goma et de Bukavu, l'AFC M23 a collecté plusieurs données sur les récentes violations des droits humains commises par le régime de Kinshasa. Malgré ces certaines organisations locales, nationales, internationales, y compris le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, PCNUIDH, persistent dans une campagne visant à salir l'image de la révolution de l'AFC M23 et à saboter, comme vous l'avez entendu, le processus de paix. Cette deuxième édition intitulée « Violation des droits humains par le régime de Kinshasa, contre-allégation de l'AFC-M23 » présente donc un condensé des violations répertoriées et documentées imputables au régime de Félix Tshisekedi et ses alliés, les milices de Wazalendo, les génocidaires FDLR, les forces de défense nationale du Burundi, ainsi que le FDNP, des maires européens et sud-américains, ainsi que la réponse circonstancielle de l'AFC-M23 aux allégations mensongères du régime. La première partie de ce rapport est consacrée aux allégations du régime de Kinshasa contre l'AFC-M23. Le groupe d'experts de l'ONU, dans son rapport du 2 juillet 2025, un rapport de 258 pages, adressé au président du Conseil de sécurité, des accusations graves à l'encontre de plusieurs acteurs, dont l'AFC-M23. Pour la énième fois, ce rapport du groupe d'experts, loin d'être un document impartial, s'inscrit dans une logique de guerre
un échec patent du régime de Kinshasa et de ses alliés sur le terrain. Merci pour la lumière. L'avancée fulgurante de la M23, perçue comme une humiliation, a mis en évidence la défaillance de la coalition. Ce rapport, coordonné par Mme Mélanie Lebouf, se révèle politiquement orienté et partial. Il déforme la réalité du terrain en reprenant la propagande du régime de Kinshasa qui cherche à masquer donc ses échecs militaires et ses échecs diplomatiques. Réponse de la SM23. Au sujet de gains territoriaux et du cessez-le-feu tel qu'allégué, les avancées de la SM23 sont le résultat de l'incapacité de la défense à sécuriser les populations et non d'une rupture d'accord. Les cessez-le-feu ont été systématiquement violés par les forces du régime de Kinshasa, souvent en utilisant des milices comme les Wazalendo pour mener des attaques par procuration. La M23 protège la population et défend ses positions. Ils ont parlé en prise sur les zones stratégiques et minières. La FM23 ne poursuit pas d'objectifs économiques ou miniers, mais uniquement de protéger la population civile et civile. Ils ont également parlé du soutien de la RDF et de violation des sanctions. Il est essentiel de rappeler une bonne fois pour toutes que l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée de l'AFC M23, est constituée des Congolais. L'accusation de participation active de la RDF est fausse et ils le savent. Ils ont également parlé de prétendus recrutements forcés. L'AFC M23 n'a jamais procédé à des recrutements forcés. Bien au contraire, elle est débordée aujourd'hui par des Congolais de toutes parts, et c'est vérifiable. Ils ont également parlé d'obstruction au processus de paix. C'est le lieu de dire que le M23 n'a cessé de renouveler son engagement à résoudre la crise actuelle par la voie pacifique, comme en témoigne la participation à toutes les rencontres, en tout cas tous les rendez-vous du processus de paix. La SM23, en tant que l'une des parties au conflit, a manifesté toute sa bonne foi en faveur du processus de paix par les faits ci-après. 1. Observance du cessez-le-feu unilatéral sur toutes les lignes de front. 2. Repositionnement à la paix. 3. Participation active aux différentes initiatives de paix à Doha notamment. 4. Signature avec le régime de Kinshasa d'un communiqué conjoint de bonne foi. 5. Organisation et sécurisation des transferts, du transfèrement de 1283 éléments de FARDC, PNC et le dépendant de Goma et Kinshasa, en passant par les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Lubero. 6. Signature de l'accord de rapatriement de 4077 éléments de la SAMI DRC avec leur matériel de Goma vers leur pays d'origine. 7. Libération de 713 mercenaires roumains au vu de tous. 8. Rapatriement volontaire et sécurisé de 1862 Yann, 1861 dans les FDR par l'entremise du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés de Goma et Rwanda. 9. Libre circulation opérationnelle de toutes les organisations humanitaires sur toute l'étendue du territoire libéré. 10.
des escalades progressives avec la MONUSCO, longtemps partie au conflit. 11 enfin, récupération, intégration volontaire ou démobilisation des FARDC et des miliciens voisins. Comme vous le voyez, c'est plutôt le régime de Kinshasa qui fait preuve de mauvaise foi en multipliant les attaques contre l'opposition, les positions de la F-23 et les zones densément peuplées. En conclusion, la F-23 salue la signature le 19 juillet 2025 à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo. Pour rappel, la dite déclaration de principe qui a été signée le 19 juillet 2025 stipule en son point 6 les partis s'engagent par principe à privilégier les populations civiles et à faciliter la mise en œuvre du cessez-le-feu avec le soutien de la MONUSCO et des mécanismes régionaux, le cas échéant, pour un mécanisme de vérification convenu. Au regard des efforts diplomatiques et des initiatives de paix en cours, la résolution 2098, qui attribue à la MONUSCO l'usage de la force, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, n'a plus sa raison d'être. Compte tenu de la réalité du terrain, ainsi que du rôle de neutralité que revêt la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la F-23 invite le Conseil de sécurité de l'ONU à redéfinir le mandat de la MONUSCO afin de la revêtir de la mission ou des missions de soutien à la stabilisation, à la consolidation de la paix et à l'appui au développement. Deuxième allégation, prétendu viol de 40 000 femmes. Intervenant sur RFI à l'émission invitée d'Afrique Midi, Frédéric Germain a affirmé avoir pris en charge près de 40 000 femmes en 2024. En tout cas, nous n'étions pas encore à Goma, ni à Bukavu, à cause de violences sexuelles au Nord Kivu. Il a ajouté que depuis la prise de Goma par la F-23 en janvier 2025, le nombre des victimes ne baisse pas et que les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre. Position de la F-23. RFI a relayé le propos de M. Frédéric Germain, de MSF, évoquant 40 000 femmes victimes. Mais le site officiel de MSF, Médecins sans frontières, par la voix de M. François Calas, indique seulement 7 400 cas recensés en janvier et avril 2025. Quelques contradictions élevées. Les chiffres diffèrent largement. Les contextes décrits divergent. Violences commises par divers acteurs lors des cambriolages, déplacements forcés, octroi des logements, etc. Cela prouve l'utilisation des données. Sur le site internet de MSF, dans un article mis à jour le 24 juin 2025, cette ONG précise que le bilan de 40 000 femmes évoquées, victimes de violences sexuelles, couvre la période de 3 dernières années, lorsque les combats entre le régime de Kinshasa et la F-23 ont repris. En conclusion, en comparant la sortie médiatique de Sir Frédéric Germain, coordonnateur du projet Médecins sans frontières, sur RFI le 11 août 2025, et ce que déclare sur le site internet de la même organisation son responsable des programmes, en la personne de François Calas, nous en tirons quelques contradictions majeures. Nous notons que les deux responsables d'une même organisation présentent un bilan et des circonstances totalement contradictoires sur le même ou la même situation. M. Frédéric Germain place ces violences à l'article de F-23, tandis que M. François Calas parle de violences sexuelles commises lors des combats
la FARDC et la M23 avec leurs alliés respectifs. Des deux, le bilan de 40 000 femmes victimes de violences sexuelles en 3 ans par rapport à un effectif de 5 400 personnes entre janvier et avril 2025 semble être un calcul motif. 3. La SM23 fustige cette propagande qui déshonore ceux qui l'ont formulée et l'auteur de cette allégation dépourvue de tout fondement porte atteinte à la dignité et à l'image de la femme congolaise. 3e allégation. Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans son rapport datant du 6 août 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a avancé le chiffre de 169 personnes tuées par la SM23 dans la région de Rutshuru. Bien avant le 31 juillet 2025, le BCNUDH avait précisé l'opération du groupe armé M23 a débuté le 9 juillet 2025 et visait les membres présumés des FDLR. Ce rapport affirme également que les personnes tuées étaient principalement des agriculteurs installés temporairement dans leur champ, loin de toute protection immédiate. Le BCNUDH indique en outre que les militaires de la SM23 avaient utilisé les armes à feu et les machettes pour tuer selon leurs sources. Qualifié de confidentiel, ce rapport a pourtant été consulté par l'agence Reuters, qui a publié une dépêche en anglais le 6 août 2025, parlant cette fois-là d'un bilan de 319 civils tués, dont 48 femmes et 19 enfants identifiés chacun avec son nom. Les propos du haut-commissaire au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, en date du 6 août 2025. Le site internet des Nations Unies a publié la vidéo de l'interview de M. Volker Turk au commissaire du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans laquelle il affirme que les rebelles du M23, comme ils nous appellent, soutenus par les membres des forces de défense rwandaises, ont tué 319 civils entre le 9 et le 21 juillet 2025 dans 4 villages du territoire de Rutshuru, bilan jamais recensé depuis l'arrêt sur janvier 23 en 2022 expliqué. Voici notre position. L'Alliance Fleuve Congo AS23 rejette avec la plus grande fermeté les allégations non fondées publiées par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, CDH, respectivement dans la lettre du 28 juillet 2025, dont référence BCNUDH/OD/138/2025 et le rapport du 6 août 2025. Ces accusations qui imputent à la SM23 la responsabilité de la mort de 169, voire 319 civils pour un même événement survenu entre le 9 et le 21 juillet 2025 dans plusieurs autres villages du territoire de Rutshuru, chefferie de Bwisha, groupement de Binza, constitue une manipulation flagrante des faits, une violation des principes élémentaires d'impartialité et une atteinte grave à la crédibilité des institutions onusiennes. Des allégations dépourvues de tout fondement. Les zones citées dans le rapport, Kanyakiri, Kigali-Gali, Dubaï, Katanga, Kumbashi, Kassav, Kako et Moussessa, se situent à l'intérieur du parc national des Virunga, une aire protégée où toute activité agricole est strictement interdite. Comment des agriculteurs auraient-ils pu être massacrés dans des champs qui n'existent pas? Cette contradiction majeure démontre que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme
à relayer des informations sans la moindre vérification préalable, violant ainsi ses propres procédures d'enquête. Une méthodologie défaillante et une impartialité inacceptable. Le BCNUDH, dont le siège est à Kinshasa et dont les sources d'informations proviennent majoritairement d'organisations inféodées au régime, a publié ce rapport sans aucune investigation indépendante, se basant uniquement sur des déclarations conditionnelles qui disent aurait ou aurait été et des témoignages non corroborés. Pire encore, avant même que l'F-23 n'ait pu répondre officiellement, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a alimenté la désinformation médiatique, relayée sans recul par les contribuant ainsi à une campagne de diffamation préjudiciable. Des sources compromises et non crédibles. Les principales sources de BCNUDH proviennent des Wazalais, des FDR, Rudi, Urunana, et des rapports qui tirent leur substance du communiqué du Conseil de la jeunesse du territoire de Rutshuru du 3 août 2025 sur les déclarations de Jean-Claude Bambazé et de Jules Moulouba, porte-parole de Wazalendo, ainsi que les FDR. Il est honteux de s'appuyer sur de telles sources. Question. Comment des organisations opérant en dehors des zones concernées peuvent-elles fournir des informations fiables? Nous appelons à l'ouverture d'une enquête indépendante et souhaitons que les organisations ayant publié ce rapport puissent y prendre part. En conclusion, la SM23 condamne avec la plus grande vigueur ce rapport biaisé qui participe à la désinformation et sape les efforts de paix en cours. Elle reste engagée à protéger les populations civiles. Elle ne tolère ni diffamation, ni instrumentalisation politique de la part des institutions censées garantir les passerelles. Les enquêtes préliminaires menées sur le terrain attestent que ces rapports font allusion à des anciens campements clandestins des groupes armés longtemps abandonnés. Dans cette région, il n'a été signalé ni tuerie, ni de deuil, encore moins quelconque déplacement brusque de la population. Depuis la libération, le parc national de Virunga est protégé faisant partie du patrimoine mondial, jouit d'une protection progressivement responsable et la faune y est de plus en plus abondante. Les chiffres contradictoires de 169 morts, publiés le 6 août 2025 par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et de 319 morts brandis par les Nations Unies venant des informateurs non identifiés et absents du territoire libéré sont des affabulations que nous réfutons avec la dernière énergie. Manipulation non nocive de l'opinion par Amnesty International et Human Rights Watch dans le but de torpiller le processus de droit. Ces deux organisations internationales, Human Rights Watch et Amnesty International, ont rendu concomitamment public le rapport incriminant la SM23 le 20 août 2025. Voici notre position. Ceci ressort d'un réflexe tendancieux dû au timing suspect à l'aube de la reprise des pourparlers de Doha. Ces deux organisations ont rendu leur rapport sans avoir jamais été sur le terrain. Plus grave, leur rapport identifie les prétendues victimes sur la base ethnique, cette construction des narratifs de supposés doubles génocides de Tutsi et Hutu. Pour échapper à notre demande pressante d'ouverture d'enquête indépendante, ces deux organisations, Amnesty International et Human Rights Watch, prétextent sans la moindre preuve que les corps des victimes avaient été jetés dans la rivière
deuxième allégation du prétendu assassinat du journaliste Wilonja Manzambi dans la nuit du 4 au 5 août 2025. La population de Bukavu et tous les services de sécurité constatent le meurtre du journaliste Wilonja. Au petit matin, le régime de Kinshasa et plusieurs organisations professionnelles de presse ont relayé l'information et le porte-parole du régime de Kinshasa récupère la triste nouvelle du meurtre à travers un communiqué adressé de presse insinuant tout ont bu l'implication de la F-53 dans ce meurtre. Les informations recueillies révèlent que c'est aux environs de 20 heures que le journaliste avait été aperçu pour la dernière fois en compagnie de ses amis dans un discours dénommé Nganda-la-Guetère, situé dans la commune d'Ibanda à Bukavu. D'après certains témoignages, un homme, autrement identifié et visiblement connu de la victime, serait arrivé sur le lieu et aurait invité ce dernier à un échange à la partie. Curieusement, le journaliste Wilonja Fiston n'y était plus révélé. Voici la position de l'AFC 23. L'AFC 23 condamne le meurtre du journaliste Wilonja Manzambi Fiston et dénonce la récupération propagandiste de ce crime par le régime de Kinshasa qui du reste entretient des éléments wazalendo cachés dans les encablures de Bukavu. Rappelons à cet effet que ces éléments wazalendo résiduels tentent sporadiquement, sans succès, de saboter tous les efforts de stabilisation sécuritaire mis en place par la FCR23 en ciblant ainsi certaines catégories de la population, dont celle des journalistes, des activistes et des droits de l'homme, dans l'objectif de mettre ces crimes sur le dos des militaires de l'armée révolutionnaire congolaise. La FCR23 n'exclut pas la possibilité que cet acte crapuleux et odieux ait été commis par cet élément Wazalendo, car dans un passé récent, l'actuel ministre de l'Agriculture, en la personne de Mouino Nzambi Boutondo, l'un des responsables des groupes Wazalendo, avait déclaré ce qui suit: j'appelle aux jeunes Wazalendo qui sont restés dans les villes de Goma et Bukavu à saboter la présence du président honoraire dans la zone libérée par l'AFC M23. Il faut absolument l'empêcher de se promener, il doit manquer le sommeil. Fin de citation. Oui, comme ça. Considérons cette incitation à commettre les crimes et les actes de terreur. Il en résulte sans doute que le régime de Kinshasa soit responsable du meurtre du journaliste Wilonja Manzambi Fiston. En conclusion, il sied de rappeler que les journalistes existants dans le territoire libéré travaillent en toute liberté, comme c'est le cas, et relaient quotidiennement des informations de toutes parts, y compris les positions extrémistes prises par le régime de Kinshasa au moment où tous les médias opérant dans la partie sous contrôle de M. Tshisekedi sont censurés sans cesse, interdits de diffuser toute information qui concerne notre organisation, ses animateurs et ses activités. La FCR23 qualifie le meurtre du regretté journaliste Wilonja Manzambi Fiston d'un crime crapuleux et d'acte de sabotage minutieusement orchestré par le régime de Kinshasa et ses coalisés Wazalendo. Prétendu crime de guerre commis par la FCR23 entre janvier et mai 2025. Lors d'une conférence de presse animée au siège de la MONUSCO à Béni, en date du 14 juin 2025 et diffusée sous les ondes de Radio Okapi, M. Pepin Kavota, s'identifiant comme président de la société civile du Nord Kivu, a fait une déclaration invraisemblable portant sur de graves violations des droits de l'homme dans les termes ci-après. Entre janvier et mai 2025, plus de 200 civils ont été tués par le M23 AFC RDF à Boudjou, 76 à Massissi,
9600 à Goma et 3500 blessés par balle à Goma et dans le territoire de Niragongo. Position de la Sainte-Antoine. Depuis la libération des villes de Goma et de Bukavu, toutes les organisations prétendument de défense des droits de l'homme, mobilisées par le régime de Kinshasa contre notre organisation, ont quitté le territoire libéré pour s'installer notamment dans les villes de Beni, Uvira et Kinshasa. Ces dernières sont mises à contribution pour alimenter la campagne de diabolisation de la révolution avec la complicité de certaines organisations internationales. Il vous souviendra qu'en date du 30 décembre 2021, au cours d'un briefing conjoint entre le régime dysfonctionnel de Kinshasa et la MONUSCO, une campagne médiatique anti-AFC 23 fut lancée et mise en œuvre. Par la suite, la campagne fut boostée à travers le lancement du slogan labellisé dénommé Bendele Ekoyate à Kinshasa. La conférence de presse tenue par M. Kavota dans les installations de la MONUSCO procède justement de cette campagne simple. En conclusion, l'AFC-23 se dit non surprise par les mensonges des organisations de la société civile basées à Béni, chapeautées par M. Pépin Kavota, dont les allégations inventées de toutes parts sont fausses sur toute la ligne. Ces organisations sont juste instrumentalisées par le régime kakistocratique de Kinshasa, malheureusement avec la complicité de la MONUSCO bureau de Béni. Sixième allégation, prétendu transfert des forces des populations civiles vers le Rwanda. Cette opération, selon ce qui a été dit, a principalement concerné 1500 personnes de Karinga, un village situé dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, réputé comme un bastion des FDLR. Pour l'extrême-23, ces personnes sont des ressortissants rwandais en situation irrégulière en RDC. Jusqu'à la libération, le régime de Kinshasa n'avait jamais fourni un effort pour organiser le recensement de la population, ni rendre effectifs les services d'état civil, ou encore constituer un fichier d'identification nationale des Congolais afin de distinguer les nationaux des étrangers, plus particulièrement dans une zone où la majorité des habitants parlent la même langue et partagent la même culture. En effet, la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification abonnement des électeurs en République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16/007 du 29 juin 2016, dispose en son article 10, spécialement son point 7, à défaut de l'une ou l'autre de ces pièces, sera prise en considération le témoignage fait devant le bureau du centre d'instruction par 5 témoins déjà inscrits sur la liste des électeurs du même centre d'instruction résidant depuis 5 ans, au moins dans le ressort du centre d'instruction. C'est donc à ce niveau qu'une catégorie de personnes a biaisé les témoignages requis par la loi pour se faire frauduleusement enrôler et devenir faussement des nations. Il a été établi qu'au mois de juin 2025, 3680 réfugiés rwandais ont été rapatriés volontairement dans leur pays d'origine. Certains, comme le sieur Lisier Claude, qui a témoigné sur la radio de Dieu, qu'il est venu au Congo en 1994 et depuis le 17 mai 2000 autres ressortissants rwandais ont été rapatriés. Le HCR reconnaît avoir organisé le transfert de ces personnes et les 1500 personnes expulsées étaient des sujets rwandais, régis donc par plusieurs lois d'immigration. Tous les étrangers en situation irrégulière peuvent être rapidement expulsés et les autorités peuvent décider de les renvoyer dans leur pays d'origine sans possibilité de recours, ce qui signifie que la procédure peut être exécutée en peu de temps. Les étrangers en situation irrégulière peuvent donc être rapidement expulsés. En conclusion,
pose sa question. On lui répond. Dans sa politique de restauration d'une administration crédible, solide et capable de répondre aux besoins de la population, l'AFCM 23 a le devoir de réorganiser une administration stable afin de maîtriser tous les mouvements migratoires des étrangers sur le sol congolais. Septième allégation, prétendu cas de torture. En date du 27 mai 2025, sur les antennes de Radio France Internationale RFI, Christian Roumou, chargé de campagne pour la région des Grands Lacs chez Amnesty International, encore Amnesty International, avait accordé une interview au cours de laquelle il a déclaré ce qui suit. Nous avons documenté au moins 4 cas où les détenus étaient torturés par le M23 et ces 4 personnes sont mortes à la suite de ces tortures. Par ailleurs, Amnesty International demande au M23 l'accès à ces sites de détention où les détenus sont dans des conditions inhumaines. Position de l'AFCM. Dans le territoire libéré, toutes les dispositions sont prises et tous les mécanismes mis en place pour assurer la protection au droit international des droits de l'homme des IDH. Les cadres politiques et militaires de l'AFCM 23 sont régulièrement formés à l'interne. Et à la demande de l'AFCM 23, certaines organisations internationales telles que le CICR ou Appel de Genève contribuent au renforcement des capacités dans le cadre de la préservation des droits humains. L'AFCM 23 assure que, contrairement au régime de Kinshasa, le nombre de détenus a sensiblement diminué sur le territoire libéré. Elle n'a jamais ouvert de nouveaux lieux de détention. Actuellement, les détenus sont placés dans des prisons, notamment la prison centrale de Mouzenze de Goma, totalement réhabilités par l'Alliance, ce conformément à sa politique de respect des droits humains. 6 mois après la libération, l'AFCM 23 s'attelle à la construction de nouvelles prisons, cas du centre pénitentiaire de Kimoka dans le territoire de Masisi. En ce qui concerne l'accès aux lieux de détention, l'AFCM 23 a toujours répondu favorablement à toutes les demandes des intéressés. C'est ici qu'il est fondamental de préciser qu'Amnesty International n'a formulé aucune demande quant à cela. La sortie médiatique du chargé de campagne d'Amnesty International est un acte de mauvaise foi qui vise à ternir l'image de la révolution congolaise. Conclusion. Les 4 détenus prétendument déclarés décédés de suite des tortures sont imaginaires. Nous passons à présent à la partie 2 du rapport, qui concerne les graves violations des droits humains par le régime de Kinshasa. Première violation, campagne de dépulation ethnique et l'extermination des Banyamulenge à Minembwe et dans les Hauts-Plateaux. Malgré la déclaration de principe de Doha du 19 juillet et Kinshasa, les attaques contre les populations civiles Banyamulenge se sont intensifiées depuis juin 2025 jusqu'à ce jour. Des milices armées, comprenant des groupes Maïma, les Forces nationales de défense du Gourdu, FDNB, ainsi que des éléments de FARDC, ont mené des offensives coordonnées contre les agglomérations situées sur les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga en province du Sud. Ces opérations d'épulation ethnique ont causé des meurtres et blessures des civils, y compris des femmes et des enfants, des destructions massives d'habitations, des pillages systématiques du bétail et des réserves alimentaires, et un blocus humanitaire empêchant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux. La stratégie déployée traduit une volonté manifeste d'éradiquer la présence des Banyamulenge dans la région, en les poussant systématiquement à quitter leur milieu naturel de vie, leur privant non seulement de leur terre, mais aussi de leurs moyens d'existence. Quelques
les attaques répertoriées entre juin et août 2025. Le 30 juin 2025, à Minenbourg, un avion humanitaire en mission d'approvisionnement médical a été bombardé par les FARDC. Cet acte a été revendiqué le vendredi 4 juillet 2025 par le ministre de la Défense, M. Guy Kabongo Mwanderdita, et par le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekeng. Deuxièmement, au début du mois de juillet 2025, les habitations des agglomérations de Roulambo, Kagogo et Mibunda ont été pillées puis incendiées, contraignant ainsi toute la population à fuir. La race rare des vaches zébus, symbole de la grande culture, de la grande et riche culture de Banyamulenge, a été décimée. Troisièmement, depuis le mois de juillet 2025, les localités de Boulimka, Kibanda, Bousseke, Mouyangue, Kitema et Kahuela ont été des cibles d'une attaque coordonnée entre les FARDC et les Maïmaï, qui a abouti au pillage des réserves alimentaires, suivi de l'incendie des habitations, empirant ainsi la crise humanitaire. Ces différentes attaques ont entraîné une déstabilisation profonde des Banyamulenge, ce qui démontre clairement et à suffisance l'existence d'une politique préméditée d'épuration ethnique et d'extermination par le régime de Kinshasa, dans l'indifférence et le silence assourdissant de la communauté internationale. Deuxième accusation, persistance de la punition collective de la population par le régime de Kinshasa. Premier cas de la fermeture des banques dans le territoire libéré. En violation de l'engagement pris dans la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha, spécialement au point 1 intitulé Principes généraux, sous point 6 stipulant les partis s'engagent à surmonter les divisions qui affaiblissent l'unité nationale, à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le régime de Kinshasa persiste dans la fermeture quasi totale des services bancaires sur toute l'étendue du territoire libéral. Cet acte ignoble n'est pas sans conséquences graves sur la vie des Congolais. Au-delà de cette violation intentionnelle de la déclaration de principe, cet acte est une punition collective, violant l'article 4, paragraphe 2.b du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Cet article dispose clairement que, sans préjudice du caractère général des dispositions du précédent, sont et demeurent prohibés en tout et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1.b les punitions collectives. Cette mesure de fermeture des banques affecte indistinctement l'ensemble de la population de la République démocratique. Deuxième cas de punition collective, restriction illégale de la libre circulation et confiscation des documents migratoires aux citoyens. Depuis 2 mois, le régime de Kinshasa a instauré des pratiques illégales restreignant la libre circulation des personnes et de leurs biens, particulièrement à l'égard des voyageurs et commerçants transitant dans certaines zones frontalières et urbaines, c'est la violation de l'article 30, alinéa 1er de la Constitution, qui dispose toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Ces restrictions sont souvent accompagnées de la confiscation arbitraire des documents migratoires, passeports, laissez-passer ténorieux des passeports ou le document dénommé des CPG. Parmi les incidents les plus marquants, on relève notamment, depuis le mois d'avril jusqu'à présent, aux aéroports internationaux
l'aéroport de Bujumbura, d'Addis Abeba et de Nairobi, plusieurs passagers en provenance du territoire libéré ont été débarqués de force de leur vol, alors même qu'ils n'avaient aucun lien avec la révolution. Ces mesures arbitraires, appliquées par certains pays de la région, alliés politiques ou militaires du régime de Kinshasa, violent le droit international, le droit fondamental à la libre circulation. Ces pratiques s'inscrivent dans une stratégie plus large de tracasserie administrative et de restrictions économiques ciblées, violant gravement le droit à la liberté de mouvement et le bon fonctionnement des échanges commerciaux. Troisième acte de punition collective, mise en congé technique illégal des fonctionnaires publics de l'État et menace sur les familles militaires et autres opérateurs économiques par le régime de Kinshasa. Dans une note circulaire, publiée le lundi 31 mars 2025 par le général-major Évariste Somo, représentant du régime de Kinshasa basé à Beni, tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu qui ne s'étaient pas déplacés à Beni étaient d'office mis en congé technique en violation de la loi. D'autres cadres de l'État étaient menacés de révocation et de rétention de salaire. Cette même situation est vécue par les agents fonctionnels de l'État actuellement rassemblés à Uvira sur ordre du gouverneur fuyard Jean-Jacques Rossi. Cette mesure illégale a perturbé des familles entières, laissant sans abri des milliers de celles-ci qui errent jusqu'à aujourd'hui entre Uvira, Beni et Kinshasa sans aucune prise en charge. Troisième accusation, chasse aux soignants, civils et militaires, et assassinats ciblés dans les lieux de détention de région de Kinshasa. Depuis l'avènement de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il se développe un dangereux phénomène de stigmatisation généralisée des membres de la communauté soignophone. Plusieurs membres du parti au pouvoir à Kinshasa ont développé une rhétorique exclusionniste à l'endroit des ressortissants de l'espace soignophone. Très vite, le pouvoir est passé de la parole aux menaces et voie le fait en procédant à des attaques directes et ciblées de tout individu, s'exprimant en langue qu'il soit élu, jusqu'aux arrestations, assassinats et autres. Ce phénomène a été aggravé par des matinées politiques de l'UDPS, animées par M. Augustin Kabouya, président à l'intérim du parti présidentiel, et des briefings hebdomadaires du porte-parole du régime, en la personne de M. Patrick Mouyaya, au cours desquels des slogans extrémistes incitant à la haine, tels que poison à Rwandais, Congolais Téléma, Bendé et Kouyate, tout pour la patrie, sont inculqués pour endoctriner une partie de la population contre leur propre compatriotes. Cette campagne, considérée comme un fait anodin à ses débuts, a été suivie d'une chasse aux soignophones jusqu'à occasionner des arrestations arbitraires et des détentions irrégulières, des assassinats ciblés, etc., brisant ainsi la cohésion nationale. Plusieurs autres organisations, notamment l'ONU et la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'ont également condamné et dénoncé. Dans sa détermination et son entêtement à traquer les membres de la communauté soignophone par son projet qu'il qualifie de nettoyage des infiltrés au sein des FARDC, le régime de Félix Tshisekedi procède aux arrestations arbitraires, enlèvements, rapes, assassinats des officiers et soldats soignophones, dont nombreux meurent en prison dans des conditions inhumaines. Éclairé par cette tragédie, le 13 juillet 2025, sur X, un témoin populaire de ce drame, en la personne de Jean-Jacques Wondou, expert militaire belgo-congolais récemment libéré de la prison, a affirmé que le Kiswahili
est devenue la langue usuelle dans les cachots de la Dibia et à la prison militaire de Ndolo. Environ 70% des officiers supérieurs et généraux détenus proviennent des provinces soignantes. Quatrième accusation. Massacre systématique et généralisé des civils dans l'Itourie. L'Itourie reste l'une des provinces les plus ensanglantées de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 5 ans, les groupes armés locaux et étrangers sèment la désolation dans ce qui était sous peu l'une des provinces agro-pastorales et minières de référence de la République démocratique du Congo. Le groupe armé criminel dénommé Codeco, formé et armé par le régime de Kinshasa, cible principalement la communauté Hema et certaines autres communautés dont les Nyali, les Ndo-Okebo, les Mambisa et les Alou. Ces dernières sont victimes pour s'être abstenues de participer au plan de massacre contre les Hema. Le rapport du 10 janvier 2020 de l'ONU affirme que les meurtres, viols et autres violences visant notamment la communauté Hema dans la province congolaise de l'Itourie pourraient présenter des éléments constitutifs de crimes contre l'humanité. Les récents massacres contre les populations civiles remontent notamment au début de juin 2025. Massacre des Hema en territoire de Djougou, dont des vidéos accablantes et horribles sont devenues virales sur les réseaux sociaux, balancées expressément par les FARDC et leurs alliés Codeco. On y aperçoit une femme en train d'être hachée, un enfant de moins de 5 ans assis, larmes aux yeux, tenant le corps de son frère, tué par les FARDC et la Codeco. Le 28 juillet 2025, à Komanda, territoire d'Irumu, 69 fidèles catholiques étaient sauvagement massacrés par les FARDC et les ADF. Le 11 août 2025, dans la chefferie de Bahema Boga, Kinyanjojo, les populations civiles étaient massacrées, d'autres kidnappées et des véhicules incendiés par les FARDC, ADF et ADF, parce qu'ils opèrent ensemble. En l'espace d'une semaine, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Itourie, a été le théâtre de 3 fusillades meurtrières des FARDC, visant principalement les lieux publics, au quartier Ambiaya, dans une terrasse devant des boissons, au quartier Moutipela, le 3 août 2025, dans un centre hospitalier, et en face du stade de Écoville, le 5 août 2025, aux alentours de 19h30, dans un demi-poisson dénommé Toulouse. Il est important de relever que la plupart des victimes sont majoritairement les femmes et les enfants, massacrés dans des villages et des sites de déplacés. Pire encore, 16 personnes issues de la communauté Hema ont été enterrées vivantes dans le village de Tani, en chefferie de Bahema Nord, territoire de Djougou, en date du 9 février 2024. Les vaches des éleveurs Hema, qui constituent un patrimoine culturel et une ressource économique, sont pillées et détruites. Ces massacres et pillages en Itourie sont l'œuvre des opérations menées conjointement par les FARDC et leurs alliés terroristes ADF et Codeco, sous commandement du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Louboya Kachama-Johnny, proche parent de M. Félix Tshisekedi, dans leur objectif mafieux d'accaparer toutes les mines de l'Itourie. Ces crimes commis en Itourie contre les Hema, connus et entretenus par le régime de Kinshasa, sont passibles de crimes de génocide. 5e accusation. Crimes économiques et pillage des minerais par le régime corrompu de Kinshasa. Dès lors de l'avènement au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, la corruption, le détournement, le pillage et le bradage des ressources minières ont été institués en monde de gouvernance. Il y a peu, plusieurs organisations de la société civile ont eu à dénoncer et à déposer des plaintes contre certains membres du gouvernement
et certainement de la famille biologique de M. Félix Tshisekedi. À titre illustratif, le collectif des ONG katangaises représenté par Jean-Pierre Mouteba, acteur de la société civile, information relayée par la radio-télévision belge francophone RTBF, le 11 juillet 2025, plainte déposée au parquet fédéral de Bruxelles, Belgique, contre 9 membres de l'entourage de M. Félix Tshisekedi pour corruption et blanchiment des capitaux, détournement des deniers publics, et pillage de ressources minières évaluées à plusieurs milliards de dollars. Jean Boulala, chercheur senior non résident à Atlantic Council, le 27 mars 2025, dénonce la complicité de l'Égypte de Kinshasa dans le pillage de ressources minières du Katanga par des sociétés chinoises. Le Congo n'est pas avant. Une autre organisation va alerter le 31 janvier 2025 dans l'affaire de Jeux de la francophonie organisée du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, dont le budget initial était alloué de 48 millions de dollars a été gonflé et déboursé à hauteur de 324 millions de dollars sans justification. Cette supercherie a été dévoilée par l'Inspection générale des finances à travers une enquête. La même organisation révèle que la taxe RAM, dont les fonds issus de cette taxe RAM résistent sur des appareils mobiles, ont été gérés en dehors du circuit formel de gestion des finances publiques. L'organisation ajoute le détournement de 300 millions de dollars par les agents du ministère de la Santé. Ces fonds ont été destinés à l'achat de médicaments et d'équipements médicaux et des financements des campagnes de sensibilisation. Autre accusation par le Congo et pas avant, détournement de 14 millions de dollars américains destinés à la construction de 1000 stations mobiles de traitement d'eau et de forage. L'Observatoire de la dépense publique ODEP, dans un communiqué numéro 001 par ODEP par mars 2023, accuse le régime de Tshisekedi d'avoir organisé des élections business. D'un budget initial de 600 millions de dollars, les élections de 2023 ont abouti plus d'1 milliard de dollars américains en violation des lois de finances 2022. En somme, tous ces crimes financiers sont des pratiques qui ont été légitimées par M. Félix Tshisekedi, car dès son avènement au pouvoir, il avait déclaré que les rétrocommissions sont légales. Et son ancien ministre des Finances et proche parent, Nicolas Kazadi, d'ajouter: nous avons une culture de la jouissance immédiate. Quand il y a de l'argent, on le partage d'abord, puis on réfléchit après. Lorsqu'un projet reçoit les fonds, ils sont répartis avant même d'en définir les besoins réels. Le budget de fonctionnement sont détournés en prime et la réflexion sur leur utilisation arrive trop tard. Nicolas Kazadi. 6e accusation. Collaboration continue des FDLR avec le régime de Kinshasa. Il est établi que M. Félix Tshisekedi a recruté de partout, recyclé, armé, financé, intégré aussi bien dans les unités combattantes que dans ce genre de personnel des éléments FDLR. Voici quelques références illustratives. Sur le front Nyabiondo Lukweti, dans le Massissi, du 13 au 19 août 2025, tout récent, une unité de FDLR FOCA combattait et combat encore aux côtés ou au sein même des FARDC. Dans les hauts plateaux de Calais, Sud Kivu, une autre unité de FDLR FOCA qui est opérationnelle et attaque en compagnie des FARDC. Entre le 1er et le 6 août dernier, 3 rotations des FARDC ont ravitaillé les unités FDLR FOCA en Péti, dans le territoire de Walikani. Du 5 au 19 août 2025,
Une autre unité FDLR FOCA mène les combats aux côtés de la milice NDC Rénové, de Guidon Simeray et des FARDC à Pinga dans le Western. Dans les hauts plateaux de Minembwe, un général FDLR du nom de Amada Arelimana, alias Junior Moulamba, coordonne les opérations au sein des FARDC. Ici, le général Ezekiel Gapere, figure du génocide des Tutsis au Rwanda, a été appréhendé et remis aux autorités rwandaises le 7 mars 2025. Septième accusation. Recrutement d'enfants à des fins militaires et armement de civils par le régime du Kinshasa. À propos du recrutement d'enfants à des fins militaires, en février 2025, des scènes d'enfants armés par les FARDC sont filmées en pleine rue à Bukavu. Tout le monde les savait. Lundi 11 août 2025, des éléments Wazalendo, FDC Takulengo, réservistes des FARDC de Chabunda dans le sud Kivu, marchent avec un gamin de moins de 10 ans, prénommé Tepsi, tenant une arme AK-47 dans un village du sud Kivu. Dans cette deuxième vidéo, les éléments Wazalendo en compagnie du gosse font répéter à l'enfant en Kiswahili: Unaenda piga mshenzi, unaenda piga mnyarwanda, ce qui se traduit en français: tu vas frapper le sous-homme, tu vas frapper le Rwandais, donc le Tutsi. 1er avril 2025, le groupe d'action et protection de l'enfant, ONG-GAP, a alerté sur le nouveau recrutement d'enfants à des fins militaires dans le territoire de Walikale par les miliciens Wazalendo. La même situation a été signalée à Beni et à Butembo, où des miliciens Wazalendo alliés au FARDC recrutent des enfants dans leur rang, comme cela avait été publié sur les antennes de Radio Okapi le 2 avril 2025. En ces termes, la MONUSCO a récupéré 10 enfants des rangs des FARDC au camp militaire de Mambango. Mardi 5 août 2025 à Goma, un jeune milicien âgé de 15 ans, dénommé Exaucé Bendera, actif dans le groupe Wazalendo dans le territoire de Congo, a été présenté au maire de la ville de Goma. Au sujet de l'armement des civils par le régime de Kinshasa. Depuis plus de 2 ans, le régime de Kinshasa a mis en place une politique dangereuse, consistant à armer les populations civiles, qualifiées implicitement de Wazalendo, offrant de les utiliser dans la guerre contre la FCM-23. Ces miliciens qualifiés comme je l'ai dit implicitement de Wazalendo, constituent en fait une unité combattante non entraînée, regroupant elle-même plus de 240 groupes armés Maï-Maï, qui écument l'est de la RDC, l'est du pays, attaquant souvent par procuration les positions de l'armée révolutionnaire congolaise. Ces civils armés subissent régulièrement des lourdes pertes en vie humaine, lesquelles sont souvent récupérées et faussement documentées par le régime de Kinshasa et se relaient sous la forme erronée de massacres de civils. À titre illustratif, il est dénombré plusieurs factions concurrentes de Wazalendo entretenues par des officiels congolais, députés et ministres et des leaders d'opinion. Au nombre desquels nous citons les Wazalendo pro-Moïno Nzangi, pro-Benzi Atotama, pro-Crispin Bidoulé, pro-Willy Michiki, pro-Jacques Machabani, pro-Julien Paloukou, pro-Oman Abitika Pascal, pro-Julien Mugole, pro-Justin Bitakwira, pro-Kakule Somo, pro-Johnny Luboya, etc. Ces faits si haut dénoncés constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Conclusion générale du rapport. De ce qui précède, il ressort que les accusations portées injustement contre la SM23 sont infondées, monnayées et politiquement motivées. Le régime de Kinshasa et ses alliés sont responsables
de violations graves, systématiques et documentées des droits de l'homme commis dans le plus grand silence de la communauté internationale. La SM23 invite donc la communauté internationale en général et plus particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les organisations internationales humanitaires et de défense des droits de l'homme à adopter une attitude impartiale, constructive et responsable en prenant en compte les causes profondes des conflits en RDC. Il est bien évident que la SM23 a démontré dans le territoire libéré sa capacité à stabiliser la situation sécuritaire, à protéger les populations civiles, à restaurer l'autorité pour le public et le vivre ensemble, à coopérer avec les organisations humanitaires et les droits humains et à participer au processus de paix. Somme toute, l'AFC 123 demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit: l'ouverture d'enquêtes indépendantes, des poursuites judiciaires et des sanctions internationales contre les dignitaires du régime de Kinshasa, directement ou indirectement impliqués dans la commission des crimes et violations graves des droits de l'homme. Une redéfinition du mandat de la MONUSCO vers celui du maintien de la paix et du développement. Une reconnaissance de ces efforts dans la promotion de la stabilité et des droits humains. Les accusations présentées par la SM23 contre le régime de Kinshasa sont le résultat d'un travail fouillé, documenté et dont les faits